Bienvenue dans Next Épisode, saison 2, votre rendez-vous consacré aux séries télé en podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. Et en l'an 2, plus de débats, peut-être, ça reste à voir, plus de respect, ça m'étonnerait, et plus de tout court, parce que nous on est comme ça. Et aujourd'hui, direction le QHS de Litchfield, où les détenus d'Orange is the New Black sont désormais enfermés. Toutes ça reste à vérifier. Where is Alex? Oh, pardon, spoiler. Une question récurrente et la réponse dans la saison 6, en ligne sur Netflix. Et aujourd'hui, The animals, trap, till the cages fall. Ouais, je chante maintenant. Oh, wow. Les animaux en question sont Anaïs Bordage, la raide du podcast, et la Nicky Nichols des ondes, Marie Turcan. J'ai choisi de manière très arbitraire. Vous avez le droit de changer. Je suis hyper fan. Ça vous va? Ah ouais. C'est bon, je me suis pas plantée sur les persos. Piper. Mais personne ne veut. J'aime pas trop être Piper. On va en parler dans un instant. On parle détention juste après l'info du jour. Ouais, ça groove dans Next Épisode. Un nouveau dérivé, après New York, unité spéciale, New York, section criminelle. NBC a annoncé que Dick Wolf est l'ancien producteur exécutif des deux séries. Elle est lancée Law and Order, Hate Crimes. Son ambition, ouvrez les guillemets, comme pour toutes les séries policières, je veux dépeindre ce qui s'y passe vraiment dans nos villes et mettre en lumière la grande diversité des victimes et montrer que la justice peut prévaloir. Fin de citation. On dit oui ou on dit on dit on va bien être bourré un jour à minuit devant TF1 et il va bien falloir regarder quelque chose. Moi je suis hyper pour. Bien résumé. C'est ça, donc en fait pour les soirs de beuverie éventuellement, pourquoi pas, mais sinon ça peut servir en pleine sobriété. C'est plein de bonnes intentions, après ça reste une machine de guerre comme toutes les machines de guerre de l'esprit criminel quoi. Un peu faf par moment, non, on a le droit de le dire. Justement, du coup, c'est un peu surprenant. On va voir comment ils vont faire pour gérer ça. Peut-être qu'ils vont parler du racisme anti-blanc. Je sais pas. Qui prennent le contre-pied total. C'est hyper malaisant, c'est un truc hyper Trumpiste. Très malaisant. Après la loi, la justice, la tôle. Good morning, Litchfield Max, and greetings to our new cookies. This isn't home. This is not home. It is now. I've been a bad, bad girl. It's very different here. I've been careless with a delicate man. These girls are psychos. My bunkie, she does 4 poops a day. What? Vous pensiez que le pénitencier de Litchfield, c'était l'enfer? Attendez donc d'atterrir en QHS, un nouveau territoire que vont devoir explorer nos détenus préférés, envoyés là-bas après une fin de saison 5 explosive. Comment vont-elles y survivre? Et surtout, continue-t-on à les suivre avec le même plaisir? Anaïs? Non. Merci Anaïs. Marie? Non, moi j'en ai un peu marre là de Orange is the New Black. Ça fait quelques saisons que la série est vraiment en perte de vitesse. À la fin de la saison 4, il y a eu un rebondissement qui a été assez critiqué. Je ne sais pas à quel point on peut spoiler, mais... C'est passé. On va rester légère sur les spoilers de la saison 6, mais avant, on s'autorise. Ok, donc la mort de Poussey à la fin de la saison 4, qui était très dans l'air du temps, puisque la série essayait de faire écho à la montée de Black Lives Matter et aux questions de violence policière, sauf que la manière dont ça a été fait était pas terrible. Il y a eu beaucoup de tentatives d'humaniser le policier qui a tué Poussey, peut-être un peu trop. Et en fait, à partir de la saison 5, on a eu un format complètement différent, où on a un huis clos de 3-4 jours, je crois, sur 13 épisodes. C'est très, 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 très long. Ça part un peu dans tous les sens. On a de plus en plus de personnages, ce qui veut dire que c'est de plus en plus difficile de les développer tels qu'ils devraient être développés. Et donc, on arrive à une saison 6 vraiment en perte de vitesse. Il y a quelques notions intéressantes, mais moi j'ai du mal à accrocher parce qu'il y a juste trop de personnages, trop d'histoires, voilà quoi. Tu décris bien le problème vers lequel va devoir faire face Netflix, c'est le fait que Orange is the New Black devient une série longue sur le long terme, une série qui est censée durer sur une décennie, et Netflix sait pas encore faire ça. Donc là, ils ont House of Cards qui va bientôt s'arrêter en novembre. Orange is the New Black va potentiellement être la série la plus longue aujourd'hui sur les ondes de Netflix, qui n'est pas une chaîne de network, de chaîne gratuite américaine, qui ne sait pas faire des séries sur le long cours, qui produit des saisons diffusées tout en même temps, donc tous les épisodes en même temps pour une saison, ce qui signifie que tenir un public en haleine, c'est pas dans l'ADN de Netflix. Donc, ils vont devoir
s'il y a une saison 7, se réinventer de manière différente. Et tu disais le huis clos, c'est marrant, c'est vraiment un gimmick qu'on a dans plein de types de séries. Le huis clos, le bond de 5 ans en avant, c'est des choses qu'on a souvent dans les frères Scott, les urgences. Mais c'est des séries qui réussissaient à tenir sur une décennie ou sur des décennies parce que c'était des épisodes diffusés de manière hebdomadaire. Là, on a pour la première fois une série qui doit durer longtemps avec plein d'épisodes lancés en même temps. En revanche, si je peux revenir sur le fond, j'ai mis des contradictions. Je m'inscris en faux, dirais-je même. Je trouve objection, votre honneur. Je dirais que cette saison est la continuité vraiment digne de ce qui s'est passé avec Poussée, c'est-à-dire que on a au milieu de plein de fioritudes un peu comiques qui sont pas très drôles, quelque chose de très important, c'est il y a pas de justice pour ces femmes noires. Et vous allez le voir, et en fait parce qu'on va le faire subir exactement à vos personnages préférés. On va tuer Poussée. Tasty va être accusé du meurtre d'un policier. Je peux le dire, c'est le début de la saison. Oui. Et tout est montré pour vraiment nous montrer que toi tu sais qu'elle est innocente, toi c'est ton amie, ça fait 7 ans que tu la connais. Mais en fait, il y aura pas de justice et il y a de la justice pour personne, il y a pas de justice pour ces femmes. Et c'est important parce que Orange is the New Black a réussi à être un cheval de Troie pour ça, à s'insérer dans notre quotidien en tant que comédie et à la fin nous mettre un petit tag derrière la nuque en disant en fait la vraie vie c'est pas ça. Et en plus, je trouve, avec un système narratif d'autant plus vicieux que la personne, le garde mort, en fait, dont on cherche le criminel qui l'a assassiné, et dont on sait que ce n'est pas Tasty, c'est vraiment le mec qu'on a envie de voir mort à la fin de la saison 5, en fait. Donc on est quand même très ennuyé pour elle, en se disant, c'est elle, tant pis, quoi. On est un peu ennuyé. Mais c'est atroce, quoi. Ça tire sur des cordes. C'est un tout petit peu, pour le coup, la critique que moi je formulerais, c'est ce manichéisme un petit peu poussé. Vraiment, tous les hommes sont des ordures dans Orange is the New Black. Toutes les femmes détenues sont quasiment innocentes, ou bien ne méritaient pas d'être là, ou bien. Donc on a évidemment quelque chose de très fort de portée. C'est celles de l'extérieur qui sont plus raides. C'est ça. Oui, c'est ça. On en a aussi des femmes, mais qui sont machiavéliques, quoi. On avait Vi, par exemple. Il y avait Vi, mais c'était une des dernières, une des dernières grandes méchantes. Là, ce que je trouve très réussi dans la dernière saison, c'est justement les méchantes, les deux sœurs, qui sont absolument horribles et en même temps auxquelles on s'attache un petit peu. Je sais pas, moi je les ai trouvées assez sympathiques. Elles sont horribles, elles ont tué leur petite sœur et elles sont en prison depuis très longtemps. Moi je suis ennuyée et elle les trouve sympathiques. Ouais, on est quand même sur. Non, mais il y a un petit peu de truc crypto-lesbien qui peut plaire pour le côté dans les années 70, c'était sympa. Mais ce qui a un peu changé aussi dans la narration et dans les saisons, c'est que la saison 1 était très Piper-centric et que chaque saison a eu droit à un personnage phare. Et ce qu'on a un peu perdu dans la saison 5, c'était quand même la saison de Tasty. Quelques grandes scènes. Mais là... Même la saison 6, je trouve quand même que ça se partage entre Tasty et Gloria. Et un petit peu aussi Cindy, qui était plus du comic relief dans les premières saisons et qui est devenue un personnage vraiment beaucoup plus complexe et très attachant, et notamment dans la saison 6, où elle doit gérer des sentiments un peu complexes de culpabilité parce qu'elle a trahi une de ses camarades. Donc je trouve que cette saison, il n'y a pas un personnage en particulier qui se démarque, mais ça fait plaisir de voir notamment Gloria, pareil, qui était un peu à l'arrière-plan dans les premières saisons, se démarquer, être dépeinte de manière beaucoup plus complexe. On la voit gérer l'approche de la ménopause et en même temps un désir sexuel qui revient pour elle alors qu'on l'avait pas vraiment vu comme ça dans les saisons précédentes. Donc c'est un aspect qui m'a fait plaisir, c'est ces personnages-là qui étaient un peu sur le bord de la scène qui reviennent en force dans la saison 6. C'était un des seuls personnages non sexués en fait. Exactement. Ouais. Abordons tout de suite ce qui fâche, le cas Piper. Moi, je suis fan, resterai fan. Alors voilà. Non, mais c'est ma grande défense, c'est ces personnages, c'est Meredith Grey, c'est Alison Brie dans Glow. Mais bien sûr, c'est le même personnage. Alison, mais c'est magnifique. C'est des personnes qui sont faites pour que vous les détestiez. Et regardez ce jeu d'actrice incroyable, cette espèce de flegme, de bêtise pure, de loose. Mais c'est fascinant comme elle incarne la loose. Piper, elle le fait, mais elle passe 2 épisodes avec une dent en moins, des chewing-gums dans les cheveux. Elle
si moche, elle est si détruite, elle en a rien à battre de tout. Et c'est un personnage qui n'existe pas. À part, alors ça, c'est vrai qu'on peut le dire, elle n'existe que à travers sa relation avec Alex, comme Alex n'existe quasiment qu'à travers sa relation avec Piper, ce qui est des choses qu'on aurait vraiment beaucoup plus critiquées si ça avait été une relation hétéro. Donc critiquons-le si c'est une en tant que relation lesbienne. Le seul moment où elle a une intrigue hors Vose, c'est je sais plus dans quelle saison, quand elle se met à faire du commerce illicite de petites culottes, qui était quand même pas le meilleur pour film le d'intrigue. kickball. Elle a que des passions un peu débiles, quoi. Après les petites culottes qui sentent mauvais, maintenant c'est le kickball. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que la série a compris qu'elle était insupportable, alors qu'au début, elle était quand même présentée comme l'héroïne. Ouais, voilà. Et maintenant, elle est un peu victimisée, mais on sent que c'est un peu jouissif pour les scénaristes et pour les spectateurs de voir Piper justement embrasser complètement son personnage de grosse loseuse, quoi. En revanche, je reviens au vrai problème pour moi de ce truc, c'est la comédie, les moments comiques qui sont beaucoup trop présents et beaucoup trop légers par rapport au drame qu'ils essaient de nous faire, à la gravité des situations. En fait, ils sont dans une prison max affreuse, avec des gardiens qui font des jeux sur elles pour savoir, pour gagner des points si jamais elles se font du mal entre elles. Qui les battent, qui les torturent. Et en même temps, on passe quand même beaucoup de temps à parler de choses futiles qui sont certes... Je comprends, maintenant que je le dis, je comprends l'intérêt critique et de montrer la futilité du quotidien et l'importance des petites choses et des petits bonheurs. Mais ça reste narrativement parlant assez pauvre, du coup ça dit moins de choses que ce que ça disait dans la saison 2 avec Vi. Ouais, c'est ça, ouais. Mais l'équilibre en fait est beaucoup plus fragile, je trouve. L'intérêt des premières saisons, c'était justement cet équilibre entre humour et situation très très grave. Et là, je trouve, depuis cette histoire avec Poussée et ensuite pendant toute la saison 5, il y a vraiment un problème de ton, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu par exemple une histoire de viol de Pennsatucky qui ensuite tombe amoureuse de son violeur. Ça a été très mal décrit, c'est-à-dire que c'est vraiment décrit comme romantique dans la série, avec la petite musique qui va avec, tout ça, et pas du tout comme quelque chose de très malsain, alors que ça aurait pu être une histoire intéressante à développer. On a quand même été très mis mal à l'aise, et que justement le fait de montrer ça, c'est montrer quelque chose qui va nous déranger, nous, en tant que public féminin, féministe, de se dire, nous, on a envie de voir autre chose à l'écran, on a envie que les violeurs meurent et qu'on leur coupe leurs objets de famille. Ouais, mais là, le problème, c'est que les mecs qui scalpent les femmes se fassent buter. Bah voilà, oui, non, mais également. Ouais. Non, mais en fait, le problème, c'est que c'était vraiment pas l'intention, il m'a semblé, des scénaristes, parce que c'était présenté comme quelque chose de pas problématique, justement, qui ne cherchait pas à déranger, mais qui était juste censé être attendrissant, quoi. C'était maladroit, ouais. Et bon, il n'y a pas eu que ça, mais c'est vrai que on sent que, en fait, elles ont envie de continuer à bousculer un peu les codes, comme tu dis, de déranger. On a eu les nouveaux personnages de néo-nazis, notamment. Qui était pour le coup Madame Né aussi. Voilà, c'est ça. En fait, c'est que des introductions très maladroites de thèmes très 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 sérieux, et on sent qu'elles veulent un peu mettre un coup de pied dans la fourmilière, mais ça marche pas vraiment, quoi. Avec néanmoins quelques scènes fortes sur les cas que tu viens d'aborder. Moi, je me souviens de la scène d'une violence inouïe où Piper se fait quand même tatouer de force. La scène est absolument atroce. Je trouve que là, pour le coup, ça rate pas vraiment la cible. Moi, je le dis, l'épisode, le scalp, l'épisode Poussé, moi, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Hein. Et dans la saison précédente, le discours de Tasty, qui est, moi, je trouve encore un des grands moments de la série. La fin de la saison 6 s'inscrit vraiment là-dedans, je trouve, dans cette poigne-là et cette force de, on te ramène, on te rappelle et on te dit, voilà, bon, tu t'es peut-être ennuyé pendant quelques épisodes, mais il y avait un but. Et là, on vient aussi à la forme, mais la forme du format 13 épisodes par saison, qui a été négocié il y a 6 ans par Netflix, donc il ne peut pas revenir en arrière sur ces 13 épisodes, et c'est bien le problème, parce qu'on aimerait finalement une saison avec 10 épisodes, 8 épisodes, quelque chose de moins cadré, pas 1 heure, pas 13 fois 1 heure. Là, ça s'éparpille un peu, quoi. Là, puis, par obligation, clairement, il y a des personnages dont on se fout, en fait. Oui, mais des personnages qui bizarrement... il y a des personnages qui bizarrement ont disparu, auxquels moi j'étais très attachée. Moi, la disparition de Laverne Cox m'ennuie profondément. Exactement, en fait. Mais il y a d'autres personnages qui reviennent. Si ça se trouve, d'autres personnes disent autre chose. Et en fait, c'est ça le problème de Orange is the New Black, c'est qu'ils ont créé un tel panel de femmes intéressants, et on n'a tellement pas de représentativité aujourd'hui dans le paysage audiovisuel, que du coup, ils sont
pieds et poings liés. Elles sont obligées de montrer 5 minutes de chacune à l'écran pour que tout le monde soit un peu satisfaite, mais du coup, personne n'est vraiment satisfaite. On a une vingtaine d'actrices, non ? Enfin, on a tellement de personnages principaux que finalement, plus personne va être satisfait. Et c'est aussi un peu de notre faute en tant que spectatrice de s'être accaparée des personnages secondaires comme ça, d'avoir voulu plus. Et c'est de leur faute à elles d'avoir cédé à cette pression aussi. Je sais pas si dans toutes les séries on montrait tous les personnages secondaires, ça deviendrait Lost. Et ils avaient 22 épisodes par saison. Un mauvais. Enfin, je trouve que c'est de plus en plus en train d'adopter les mauvais réflexes de Lost, qui est pourtant une très bonne série. Mais on a des flashbacks qui sont pas forcément toujours très utiles à l'histoire, alors qu'avant c'était vraiment un développement crucial des personnages. Et là, on a beaucoup de flashbacks en fait dans les 2 dernières saisons qui ne sont pas du tout utiles, qu'ils auraient pu couper. On a des épisodes à thématique tatouage qui sont aussi mauvais que celui du tatouage de Jack dans Lost, notamment Piper qui se fait tatouer un poisson dans le cou pour rappeler à Alex que la beauté, je sais pas quoi, enfin c'est assez raté. Voilà, tu comprends pourquoi on s'est dispersé sur d'autres personnages, parce que Piper, Marie, on a la réponse à la question. Encore une fois, on blâme les blancs. Non, moi je trouve que le personnage sacrifié, mais ça fait déjà quelques saisons, c'est celui de Nikki. Qui est moins un des personnages que j'aime le plus. On la voit pas mal quand même vers la fin, mais c'est vrai que elle a pas vraiment d'intrigue digne du perso, quoi. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de dire ça de tous les personnages? Oui, c'est ça le problème, et ça se voit même dans le montage des épisodes, c'est-à-dire que toutes les 2 minutes, si t'avances sur Netflix, t'as un autre personnage. Les séquences sont de plus en plus courtes par personnage. Il y a une époque où chaque épisode mettait en avant un personnage et avec après des biplots partout. Là, en fait, maintenant les épisodes, c'est que des successions de biplots. Il y a aucun. C'est quoi des biplots? Pardon. Des intrigues multiples. Des intrigues secondaires. Pardon. Ça a l'air d'être un petit. Moi, j'aime bien. Je veux qu'on garde cette expression. J'aime beaucoup. Ceci étant, sur les changements de registre de la saison, sauf erreur de ma part, c'est une des rares saisons qui a été sur les premières saisons nommées dans la catégorie drama et sur les années suivantes catégorie comédie, non, ou l'inverse. Comédie d'abord et drama après. Ouais, c'est ça. C'est quand même pas un parcours commun pour une série. La justice est rétablie. Je pense que c'était, malgré les dialogues quand même vraiment toujours très drôles et bien écrits, ça a toujours été une série quand même à dimension plus dramatique que comique, quoi. C'est pas les comédies auxquelles on est habitué de 20 minutes. Là, l'aspect dramatique, pour moi, prime vraiment sur l'aspect comédie, quoi. Donc, c'est juste, c'est faire, en fait. Au-delà de la longueur, on est toujours confronté là, dans ces podcasts, à la même incohérence, c'est que ça ne veut plus rien dire, les catégories comédie et drame. Quand tu vois les catégories comédie qui sont trustées par des Atlanta, Louis, BoJack Horseman, enfin, ça n'a plus de sens, en fait. Mais sauf qu'ils ne savent pas comment réorganiser tout ça, parce que est-ce que tu joues sur le format, le meilleur 26 minutes, le meilleur 50 minutes, ça pourrait être plus pertinent à l'heure d'aujourd'hui, parce que finalement, mais c'est juste qu'on a l'habitude de l'ère des serious men, c'est-à-dire ces séries comme Sopranos, The Wire, la fin de Mad Men, qui étaient des longs formats dramatiques, et maintenant les séries de qualité, c'est des dramédies, c'est des séries portées aussi par des femmes qui ont moins cette patte dramatique, c'est moins genre c'est sérieux donc c'est un drame, donc ça va gagner un Emmy. Là on est dans des choses où une comédie peut être beaucoup plus profonde, comme BoJack Horseman peut être beaucoup plus profonde que des séries estampillées de drame. Donc ils sont vraiment dans un entre-deux, et tu sens que chaque année il y a de plus en plus d'incohérences. Chaque année, toutes les années les catégories sur Twitter, changent. La mini-série au TV Movie, tous les ans en fait c'est un nom différent comme catégorie, parce que ça évolue tellement vite comme format que... Et même le principe de sélection des comédiennes au sein d'une même série, en fait, pourquoi le personnage de Suzanne plutôt que celui de Tasty mis en avant sur certaines saisons? Alors je ne dis pas du tout que Ouzo joue mal, loin de là, mais c'est très étonnant de pas... C'est le même problème, c'est qu'il y en a trop, et il y a souvent un phénomène de report, c'est-à-dire que celles qui ont déjà été nommées ou récompensées les années précédentes vont être renommées l'année d'après, parce que les personnes qui décident ont un peu la flemme et vont se dire ah bah oui c'est vrai qu'elle était bien, ça fait longtemps, on la connaît. Donc on a souvent un phénomène de report sur toutes les catégories, jusqu'à ce qu'il y en ait une qui soit tellement extraordinaire que peut-être qu'on va la voir un peu plus. Et par exemple Ouzo Aduba est assez constante, c'est-à-dire qu'elle est toujours aussi géniale, mais son personnage là est moins important depuis quelques saisons, donc peut-être que c'était le moment de voir quelqu'un d'autre récompensé, quoi. Enfin on verra les résultats, mais... Un mot quand même de la showrunneuse de la série, Jenji Kohan, qui est quand même pas inintéressante à mentionner, qui fait quand même pas mal quelques-unes des séries avec les personnages que tu préfères, Marie Turcan. C'est vrai, c'est bien vrai. Glow, c'est vrai.
par Weeds exemple, aussi, peut-être, non? Weeds. Elle a fait Weeds. Moi, Ouais. j'ai pas connu Weeds, donc je suis arrivée. Moi non je sais, plus. Coup de vieux. Oui, ok, bah Non, mais c'était je bien sais, Weeds, voilà. Elle était mais- agaçante, tu l'aurais adorée. Mais c'est génial, elle a une capacité justement à parler à montrer des personnes de manière différente dans les séries. Alors parfois ça prend pas. Pour moi, Glow, c'est une immense réussite, notamment parce qu'elle montre des choses banales et qu'elle montre des héroïnes extrêmement agaçantes, qui correspondent pas à l'idée qu'on se fait de la femme et de l'idée qu'on se fait d'un personnage féminin en fait. Et c'est juste en changeant un petit peu ça, je dis pas qu'elle est en train, enfin, elle est en train de révolutionner la série, mais à petite échelle, c'est pas en frappant un immense coup. D'ailleurs, on le pensait quand Orange is the New Black est arrivé, c'était quand même un immense coup, un coup pour Netflix également. Aujourd'hui, c'est une des rares séries de Netflix qui a encore tant de représentativité. Le jour où, quand on était à Next Episode, What's Next, chaque année, Netflix présente ses séries. Et ben, quand t'as pas les actrices de Orange is the New Black, tu te rends compte que c'est quand même très très blanc et très très masculin. Ça reste sous couvert. Alors sur numérama.com, nous avons sorti une très belle enquête sur toutes les séries Netflix, sur la place des femmes dans les séries Netflix. Et en fait, on se rend compte que sous couvert d'être parangon de la diversité, ça reste une entreprise de mecs avec beaucoup plus de réalisateurs, de scénaristes hommes et d'acteurs dans les séries. Donc il faut ça aide à comprendre un peu la place d'Orange is the New Black aujourd'hui et pourquoi on risque d'avoir encore des nouvelles saisons, parce que ça leur sert aussi, eux, à la fois de produits d'appel et de produits marqueurs de leur identité et de ce qu'ils ont voulu amener dans le paysage en 2013 quand ils sont arrivés. Oui, puis ça reste une de leurs séries les plus populaires aussi. Ouais, j'aimerais bien savoir les audiences. La perspective d'une nouvelle série vous réjouit ou non, c'est fini, c'est perdu? Une nouvelle saison? Ouais. Moi, je me réjouis toujours. Mais en tout cas, je les regarderai toujours. Ouais, voilà. En fait, quand on commence, bon, c'est vrai que il y a quand même plein d'aspects très très cool, et notamment la représentation des femmes qui vont faire que je continuerai à regarder. Mais ça me manque plus en fait. Quand il n'y a pas de saison en cours, je me dis pas ces personnages-là me manquent. Pour moi, en fait, c'est une série qui, comme tu disais, Marie, était révolutionnaire il y a quelques années, et maintenant qui me paraît un peu vieille, quoi. J'ai perdu. Je trouve qu'en fait maintenant il y a un tel progrès dans toutes les autres séries que celle-là, pour moi, me paraît parfois un peu dépassée. Et même dans les questions de représentation, par exemple, tu disais qu'il y a encore les femmes ont encore pas beaucoup de place dans les réalisateurs de la série. C'est vraiment frappant. Les 2/3 des épisodes ont été réalisés par des hommes. Donc même s'il y a des scénaristes femmes, que le casting est exclusivement ou quasi exclusivement féminin. Il y a Caputo quand même. Voilà, qui est d'ailleurs très cool. Mais il y a encore des progrès à faire. Et pour moi, ma réserve, c'est ça. C'est-à-dire que c'est très bien ce que Orange is the New Black a fait et continue à faire. Mais ça ne veut pas dire que la série ne peut pas faire mieux, quoi. Et alors, pour répondre à la question initiale, where is Alex? Je pense qu'elle est avec le fils de... comment il s'appelle, Walter dans Lost. Ah ouais, et elle est avec Will de Stranger Things aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Laissez-les leur nom. Avant de se quitter, si je vous demande une recommandation. Moi, j'attends avec impatience la nouvelle saison de BoJack Horseman qui va sortir là vendredi. Donc, je conseillerais à tout le monde de rattraper les 4 saisons précédentes avant de la commencer. Tu vois, dans le registre comédie-drama, drama-comédie, on sait genre pas trop. série où tu as envie de te tuer, mais tu la regardes avec passion. Et tu ne le fais pas. Et où tu rigoles quand même beaucoup. Plus 1000 pour BoJack Horseman. Moi, ma recommandation, ce serait une série plutôt feel good, parce que pour moi, Orange is the New Black, c'est vraiment feel bad. Chaque épisode me déprime un petit peu. Je vous propose Ose. Ouais. Pour un peu plus de gaieté. Non, une série qui s'appelle Younger, que j'ai mis du temps à rattraper malgré tous les conseils de certains amis. C'est vraiment une série guilty pleasure. C'est l'histoire d'une femme qui a 40 ans, qui a arrêté de travailler il y a longtemps pour élever sa fille, qui décide de retrouver du travail, mais en fait, elle est considérée comme trop vieille par l'industrie dans laquelle elle travaille, le monde de l'édition. Et donc, elle décide de mentir sur son âge parce qu'elle a l'air assez jeune. Et donc, elle dit qu'elle a 26 ans et qu'elle sort de la fac. Et ça marche. Et donc, en fait, elle commence à mener cette double vie où c'est une femme de 40 ans qui essaye d'adopter les codes millennials, entre guillemets,
pour réussir à évoluer dans son domaine, quoi. C'est très marrant, tout le monde est très beau, très bien habillé, donc ça changera aussi de Orange is the New Black où t'as vraiment envie de parfois juste les voir prendre une douche ou je sais pas, se coiffer, quoi. Mais à chaque fois qu'elles le font, ça se passe mal, hein, donc C'est vrai, exactement. Mais voilà, c'est vraiment feel good, ça se binge aussi bien que Orange is the New Black, voire mieux. Donc vraiment, si vous cherchez quoi faire un dimanche soir et si vous n'avez pas envie de regarder Hate Crimes sur TF1, regardez Younger. Et je vous rappelle que si vous aimez Next Episode, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitter derrière le hashtag MoloMolito, qui est donc un hashtag que Renan Cros. Mince, qu'est-ce qu'il a fait ici. Il essaye de lancer le hashtag Faut lui retirer MoloMolito. son micro. Donc voilà, hashtag MoloMolito pour Next Episode. Next Episode, c'est terminé. Merci beaucoup Marie Turcan, merci beaucoup Anaïs Bordage. Rendez-vous mardi prochain, même heure.